Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre pour cette nouvelle conférence Politeia en partenariat avec Sciences Po Paris et la médiathèque Marguerite Duras à Paris. Pour cette dernière conférence, nous allons nous intéresser aux jeunes et à leur situation qui semble bien difficile en ces temps de crise économique et sanitaire. Depuis quelques mois, nous avons tous été confrontés aux images d'étudiants faisant la queue pour récupérer des colis alimentaires. La crise du Covid semble ainsi avoir non seulement rendu visible, mais peut-être même aggravé la précarité des jeunes Français, aussi bien étudiants qu'en recherche d'emploi. En effet, la situation socio-économique des jeunes se dégrade depuis plusieurs années. Le taux de pauvreté parmi les 18-29 ans a augmenté de plus de 50% depuis 2002. Les perspectives d'avenir des jeunes, confrontés à des difficultés d'accès au logement et au marché du travail, semblent aujourd'hui bien sombres. Connaissant un taux de chômage de 20% et étant exclus des prestations sociales comme le RSA, ils semblent souvent relégués à une citoyenneté de seconde zone et condamnés, pour une partie d'entre eux, à la précarité. Dans ce cadre, la défiance des jeunes à l'égard de la politique traditionnelle et des gouvernants est de plus en plus importante. L'augmentation de l'abstentionnisme et des votes en faveur de l'extrême droite en témoigne. Les jeunes, en proie à une précarité économique, se détournent de cette République française qui semble bien souvent les oublier. Alors, la France sacrifie-t-elle sa jeunesse? Les pouvoirs publics peuvent-ils enrayer ce sentiment d'abandon? Quelles sont les mesures possibles pour éviter que les générations du XXIe siècle soient des générations sacrifiées et désenchantées? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Tom Chevalier, politiste, chargé de recherche au CNRS. Spécialiste des politiques jeunesse, il est l'auteur de l'ouvrage « La jeunesse dans tous ses états », publié au PUF, et co-auteur, avec Patricia Loncle, de l'ouvrage « Une génération sacrifiée », qui paraîtra en août. Bonjour Tom Chevalier, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. On vous laisse maintenant la parole pour un éclairage sur toutes ces questions que nous avons introduites. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour m'inviter à parler à propos de cet enjeu de jeunesse sacrifiée dont on parle régulièrement, dont on entend pas mal parler, notamment aujourd'hui et à la faveur de la crise du Covid, où c'est vrai que le thème de la jeunesse a été quelque peu mis à l'agenda, puisqu'on avait cette situation un peu étrange pendant la situation Covid, où les enjeux sanitaires se concentraient sur les personnes les plus âgées dans la population, alors que dans le même temps, les conséquences économiques essentielles du confinement, du couvre-feu, de la crise du Covid semblaient se concentrer plutôt sur les jeunes. Et donc, on a eu ce thème de la jeunesse qui a été mis à l'agenda. Donc, je vais essayer de faire un état des lieux de cet enjeu de la jeunesse en procédant en deux temps. Le premier temps, je vais essayer de montrer dans quelle mesure on trouve des façons différentes d'entrer dans l'âge adulte en Europe, en montrant comment l'action publique et les politiques publiques structurent l'entrée dans l'âge adulte et donc développent ce que j'ai pu appeler donc des régimes de citoyenneté des jeunes. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer, en me focalisant sur la France, les conséquences de cette action publique, en montrant dans quelle mesure voilà, la jeunesse pouvait pâtir de cette situation d'un point de vue économique et social. Voilà. Alors, tout d'abord, essayons de définir brièvement ce qu'on entend quand on parle de jeunesse. Pour comprendre ce dont on parle, il faut voir qu'au XXe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la tripartition du cycle de vie, c'est-à-dire la mise en place, dès la fin du XIXe en réalité, la mise en place de trois âges de la vie, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Et ces trois âges de la vie ont été créés, produits par l'action publique, notamment par exemple, par la mise en place des systèmes éducatifs et de l'obligation scolaire pour l'âge de l'enfance, donc l'âge de l'enfance qui est l'âge de la scolarisation à temps plein, ensuite l'entrée sur le marché du travail quand on est un adulte, et avec la montée en puissance des systèmes de retraite, la création du troisième âge, grâce à la possibilité d'arrêter le travail et de recevoir une pension de retraite. À partir des années 70, il y a eu une complexification du cycle de vie, et notamment du passage entre l'enfance et l'âge adulte en raison de l'allongement de la durée des études, de la montée du chômage des jeunes, etc., qui a créé une période un peu particulière de transition
entre l'enfance et l'âge adulte. C'est ce qu'on a appelé donc le nouvel âge de la jeunesse, un âge donc d'expérimentation, de transition entre l'enfance et l'âge adulte, où on passe en fonction des différents critères. Donc, par exemple, quand on regarde le logement, on peut quitter le domicile parental, mais on peut y revenir aussi et repartir. Pareil pour l'éducation, on peut commencer à travailler, puis reprendre ses études, puis recommencer à travailler. Voilà, donc une période un peu étrange, intermédiaire d'expérimentation qu'on appelle donc l'âge de la jeunesse. Et dans cette perspective, l'État peut essayer d'accompagner les jeunes dans l'entrée dans l'âge adulte, donc essayer de leur permettre d'accéder à l'autonomie, puisque l'autonomie, donc, ce serait un autre mot de l'entrée dans l'âge adulte. Et l'État a deux façons de promouvoir cette autonomie. La première façon, c'est tout simplement aider les jeunes à accéder à l'emploi. C'est les accompagner sur le marché du travail et les aider pour qu'ils accèdent à l'emploi, donc notamment en luttant contre le chômage des jeunes. Et dans cette perspective, on va avoir deux grands types de politiques publiques qui sont pertinentes, les politiques d'éducation d'un côté et les politiques de l'emploi de l'autre. C'est ce que j'ai appelé l'enjeu de la citoyenneté économique, la possibilité d'accéder à l'emploi. Et en Europe, par rapport à cette citoyenneté économique, on a deux stratégies différentes. Une stratégie que j'ai appelée une stratégie inclusive, où l'objectif c'est de donner à tous les jeunes ou à un maximum de jeunes un niveau de compétence, de formation qui leur permettra de rentrer sur le marché du travail de façon convenable. Puisque dans le marché du travail actuel, le niveau de diplôme, le niveau de compétence est devenu absolument central pour accéder à l'emploi. Et donc, dans cette stratégie inclusive, on va essayer de donner des compétences à tous les jeunes, donc en investissant dans leur capital humain, en investissant donc dans le système éducatif. Et les politiques de l'emploi vont également essayer de donner une deuxième chance à ces jeunes de monter en compétences, par exemple en développant la formation professionnelle pour les jeunes chômeurs, notamment. De l'autre côté, il peut y avoir une autre stratégie, une stratégie que j'ai appelée sélective, puisque dans cette stratégie, la logique du système éducatif est foncièrement élitiste. Et donc, la création des compétences se focalise sur la création d'une élite et donc provoque de fortes inégalités d'accès à l'éducation, d'accès aux compétences. Donc le système éducatif est foncièrement élitiste, donc le niveau de scolarisation est plus faible en moyenne, les différences entre les jeunes dans l'accès à l'éducation sont plus fortes, donc on va avoir par exemple beaucoup plus de décrochage scolaire dans cette perspective-là, et qui dit décrochage scolaire, donc dit un niveau plus bas de qualification, ce qui posera problème une fois entrés sur le marché du travail pour ces jeunes peu ou pas qualifiés qui vont rencontrer donc de plus grandes difficultés dans leur accès à l'emploi et, quand ils accèdent à l'emploi, dans la qualité des emplois et les niveaux de rémunération. Voilà. Et dans cette perspective-là, la politique de l'emploi ne vient pas donner une deuxième chance de qualification aux jeunes qui sortent du système donc peu ou pas qualifiés, mais elle va essayer au contraire de créer artificiellement des emplois précaires, des emplois de faible qualité pour ces jeunes peu ou pas qualifiés. Donc c'est typiquement créer des emplois aidés, par exemple, ou booster la demande des entreprises pour ces jeunes peu qualifiés en exonérant, par exemple, des cotisations sociales, en exonérant les entreprises de cotisations sociales lorsqu'ils embauchent des jeunes. Voilà, c'est une autre façon de lutter contre le chômage des jeunes, donc qui ne passe pas par l'investissement dans le capital humain des jeunes, qui passe par la création d'emplois atypiques, précaires, pour ces jeunes peu ou pas qualifiés. Voilà, donc on a deux stratégies en matière de citoyenneté économique en fonction de cet investissement plus ou moins important dans le capital humain des jeunes pour les aider à accéder à l'emploi. De l'autre côté, l'État peut également promouvoir l'autonomie des jeunes directement en délivrant une aide publique aux jeunes. C'est l'enjeu de ce que j'ai appelé la citoyenneté sociale cette fois. Dans quelle mesure les jeunes peuvent accéder à des aides publiques, à des transferts financiers de l'État pour leur permettre d'accéder à l'autonomie. Et donc ça recouvre les aides aux étudiants, les prestations sociales en général, que ce soit prestations chômage, revenu minimum, allocation logement, et la politique familiale est également concernée dans cette perspective-là. Et là aussi, en Europe, on a deux stratégies différentes en fonction de la représentation de la jeunesse dans le cycle de vie.
Lorsque les jeunes sont vus comme des enfants, il va y avoir ce que j'ai appelé une familialisation de l'action publique, c'est-à-dire une action publique qui en réalité donc traite les jeunes comme des enfants. Dans cette stratégie-là, on va trouver des obligations alimentaires dans le droit civil qui se prolongent au-delà de la majorité civile des enfants. Donc, en gros, les parents sont légalement, juridiquement obligés de continuer à prendre en charge leurs enfants majeurs lorsqu'ils sont, par exemple, financièrement dépendants, toujours dépendants, ou lorsqu'ils se trouvent dans l'enseignement supérieur et qu'ils ne peuvent donc pas travailler. Voilà, je renvoie par exemple au film Tanguy pour cet aspect donc d'obligation alimentaire des parents à l'égard de leurs enfants majeurs. On trouve aussi des limites d'âge élevées pour accéder aux prestations sociales dans cette perspective-là, puisque donc les jeunes sont considérés comme des enfants, donc les limites d'âge pour accéder aux prestations sociales sont souvent autour de 25 ans. Typiquement, la limite d'âge qu'on trouve pour accéder au RSA en France à 25 ans. En dessous de 25 ans, on n'est pas considéré comme un adulte, on n'est pas considéré comme un citoyen social adulte, on est considéré comme un enfant à charge. Et en matière d'aide aux étudiants, les étudiants, comme ils sont toujours en éducation, ils sont toujours scolarisés, les étudiants sont considérés toujours comme des enfants. Et donc, on va utiliser la politique familiale pour soutenir les étudiants, la politique familiale qui est une politique de l'enfance, c'est aider les parents à s'occuper de leurs enfants. Et donc, on va trouver par exemple des aides fiscales en direction des parents lorsque leur enfant majeur se trouve par exemple dans l'enseignement supérieur. C'est ce qu'on trouve par exemple également en France. Donc, il y a la mobilisation de la politique familiale pour aider les étudiants. Et de l'autre côté, en ce qui concerne plus spécifiquement les aides aux étudiants proprement dites, donc par exemple les bourses dépendent du revenu des parents, puisque les bourses n'ont pas pour objectif d'aider l'autonomie et l'indépendance des jeunes, mais elle est là pour aider les parents qui n'en ont pas les moyens de prendre en charge leurs enfants toujours scolarisés. Et donc, on a une faible part des étudiants, donc en dessous d'un tiers la plupart du temps, des étudiants qui reçoivent une bourse, puisque ces bourses sont ciblées en direction des étudiants qui proviennent de familles plus défavorisées. Voilà. De l'autre côté, la citoyenneté sociale peut être individualisée, au contraire, lorsque les jeunes sont vus comme des adultes. Lorsque les jeunes sont vus comme des adultes, pas d'obligation alimentaire pour les parents qui ont des enfants majeurs. Les âges limites, les limites d'âge dans les prestations sociales sont autour de 18 ans, puisque les jeunes sont des adultes comme les autres, donc des citoyens sociaux comme les autres, donc ils peuvent accéder au revenu minimum, par exemple, aux prestations chômage à partir de 18 ans. Et en matière d'aide aux étudiants, pas de place, pas d'utilisation de la politique familiale, puisque la politique familiale est une politique de l'enfance, ce ne sont plus des enfants. En revanche, les bourses, cumulées avec les prêts, sont très importantes, puisqu'elles ne dépendent pas du revenu des parents. Elles dépendent uniquement du revenu du jeune, puisque le jeune est un adulte, donc on ne prend plus en compte sa situation familiale. Et comme ce sont uniquement les revenus des étudiants qui sont pris en compte, la quasi-totalité ou la très grande majorité des étudiants peuvent recevoir une bourse, donc entre 60 et 100% des étudiants peuvent recevoir une bourse, donc par exemple dans les pays nordiques. En France, pour commencer à conclure cette première partie, en France, vous le voyez, on est dans un système que j'ai appelé un système de citoyenneté refusée. Pourquoi refusé? Parce qu'en matière de citoyenneté économique, le système économique est sélectif. C'est-à-dire que en France, on trouve un système éducatif foncièrement élitiste, qui est marqué par donc, la tradition de l'élitisme et qui donc promeut de très fortes inégalités de compétences entre les jeunes, en focalisant la production de compétences pour ce qu'on considère être les meilleurs, c'est-à-dire l'élite. Et donc, ce qui produit de fortes inégalités, un taux de scolarisation plus faible, plus de décrochage scolaire, donc plus de jeunes en difficulté sur le marché du travail. Et ça se retrouve à tous les étages du système éducatif. Par exemple, le système universitaire reflète encore cet élitisme avec la distinction grandes écoles, universités. Voilà. Et la politique de l'emploi ne vise pas à donner une deuxième chance à ces jeunes, elle vise à, ici, les instruments les plus utilisés dans la politique de l'emploi pour lutter contre le chômage des jeunes, c'est les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, c'est les emplois aidés, donc c'est plutôt la création de ces emplois atypiques pour les jeunes. Et de l'autre côté, en matière de citoyenneté sociale, on a une familialisation de l'action publique, puisqu'on trouve des obligations alimentaires pour les parents, on trouve des limites d'âge très élevées,
typiquement donc le RSA, comme j'ai déjà dit, à 25 ans. On trouve la politique familiale très importante pour soutenir les jeunes adultes, hein, avec donc des aides fiscales pour les parents qui ont des enfants, notamment dans l'enseignement supérieur. Et on a des bourses qui dépendent du revenu des parents. Donc, on a autour d'une trentaine de pourcents des étudiants qui reçoivent une bourse. Alors, évidemment, le système se complexifie avec le temps. On a par exemple des aides, des allocations logement en France qui sont individualisées, donc qui sont possibles, qui sont ouvertes pour les jeunes à partir de 18 ans. Donc, c'est une hybridation du système. Mais malgré tout, la logique générale reste la logique de la familialisation. Voilà. Et donc, la question qui se pose, c'est quels sont les effets de cette citoyenneté refusée sur la situation concrète des jeunes. Et j'en viens à mon deuxième point. Mon deuxième point sur la jeunesse sacrifiée. Dans quelle mesure cette citoyenneté refusée des jeunes peut mener à un sacrifice de la jeunesse. Ce qu'on voit, le premier point, c'est qu'on trouve un lien entre les différentes façons pour l'action publique de traiter la jeunesse et la situation concrète des jeunes. En matière de pauvreté, par exemple, ce que j'ai pu voir dans mes travaux, c'est que plus on va, par exemple, individualiser la citoyenneté sociale, c'est-à-dire plus on va permettre aux jeunes d'accéder aux prestations sociales et aux aides sociales, moins leur pauvreté va être importante. Voilà ça. Donc l'individualisation diminue la pauvreté des jeunes. De la même façon, en matière de citoyenneté économique, plus on va investir dans l'éducation, plus on va investir dans le capital humain des jeunes, et moins les niveaux de pauvreté sont importants. Donc là aussi, ça réduit la pauvreté des jeunes en perspective comparée. Et ce qu'on voit en France, du coup, comme on a à la fois de la familialisation et des niveaux d'investissement dans le capital humain moins élevés que dans d'autres pays ou plus inégalitaires, les taux de pauvreté sont relativement élevés en France, notamment quand on compare les différentes tranches d'âge. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même que, donc, ça a été annoncé en introduction, la tranche d'âge qui est la plus touchée par la pauvreté à l'heure actuelle en France, c'est la tranche d'âge des plus jeunes. Voilà, donc on a pour les 18-24 ans, en 2018, on a 23% de pauvreté monétaire, ce sont les chiffres de l'INSEE, contre 13% pour l'ensemble. Donc on a 10 points de plus en termes de pauvreté pour les jeunes par rapport à la population dans son ensemble. Et ce taux de pauvreté tombe à 8,6% pour les plus de 65 ans. Donc on a 15 points de moins pour les plus de 65 ans par rapport aux 18-24 ans. Donc on a vraiment une grosse différence en matière de pauvreté qui se concentre sur cette tranche d'âge des moins de 25 ans. Et comme ça a été dit en introduction, effectivement, il y a eu une augmentation de cette pauvreté pour les jeunes, donc cette pauvreté qui se concentre de plus en plus sur la jeunesse, puisqu'elle a augmenté de 50% en 20 ans. De même, en matière de chômage, ça a été également dit, donc le chômage des jeunes est structurellement 2 fois plus élevé en France que pour le reste de la population. Donc, en France, le taux de chômage des jeunes, il est en gros autour de 20%, souvent un peu au-dessus de 20%, alors qu'il est autour de 10%, et moins de 10% parfois, pour le reste de la population. Donc, en matière de chômage aussi, une grosse différence qui se focalise donc sur les jeunes. Ensuite, en matière d'emploi, donc pour les jeunes qui accèdent à l'emploi, quel type d'emploi? Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est la précarité de l'emploi aussi qui marque le type d'emploi auquel peuvent accéder les jeunes. Donc les emplois précaires, c'est ce qu'on appelle donc par exemple l'intérim, le temps partiel, les CDD, les emplois temporaires. Et en l'occurrence, ces emplois précaires ont été multipliés par 3 pour les jeunes. Donc aujourd'hui, c'est 40% de l'emploi des jeunes. 40% de l'emploi des jeunes est constitué d'emplois précaires. Voilà, donc c'est assez énorme. Et tous ces aspects, donc à la fois en termes de chômage, d'accès à l'emploi, de pauvreté, tous ces aspects ont été renforcés avec la crise économique et sociale qui a suivi la crise du Covid. Donc on a eu par exemple une baisse des ressources très importante pour tous les jeunes, notamment avec une montée du chômage des jeunes à la faveur de la crise, une dégradation de leur possibilité d'accès à l'emploi, notamment pour les étudiants, puisque pour les étudiants, on a de plus en plus comme il y a de plus en plus d'étudiants et de volonté de poursuivre des études, mais que de l'autre côté, il y a très peu donc d'aide aux étudiants, comme je vous l'ai dit. Donc les bourses ne concernent qu'un petit tiers des étudiants et sont d'un revenu assez bas.
comparé aux autres pays. Donc, du coup, on a de plus en plus d'étudiants qui ont une activité rémunérée. Et donc, dans les enquêtes, ce qu'on voit, c'est qu'on a entre 70 et 80% des étudiants qui ont, sous une forme ou sous une autre, une activité rémunérée dans l'année. Donc, ça peut être un job d'été, ça peut être un job étudiant sur toute l'année, ça peut être un apprentissage, un stage, voilà. Mais si on prend tout en compte, on a près de 80% des étudiants qui ont une forme d'activité rémunérée. Et ce sont les types d'emplois qui ont disparu, pour leur grande part, pendant la crise. Et donc, c'est ça qui a posé problème pour les étudiants en matière d'accès aux ressources. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une baisse des ressources pour près de 41% des jeunes à l'issue du premier confinement. Voilà. Et ça, c'est important à avoir en tête, puisque c'est un chiffre très important, mais aussi parce que c'est à l'issue du premier confinement. Or, les difficultés se sont accrues au sortir de l'été, voilà, avec le début de l'année académique à partir de septembre. Et la question qui se pose en matière de jeunesse sacrifiée et de génération sacrifiée potentielle, c'est dans quelle mesure ces difficultés vont se maintenir dans le temps. Voilà, puisque on pourrait penser, si ce n'est pas un effet générationnel, si c'est juste un effet sur la tranche de vie, sur la tranche d'âge, on pourrait se dire, bon, c'est très difficile à un moment donné, ce qui est déjà mauvais en soi, mais peut-être que ça va passer, la crise va passer, les jeunes vont pouvoir accéder à l'emploi malgré tout, finir leurs études, etc. Le problème, c'est est-ce que ça va durer dans le temps? C'est-à-dire cette idée de génération. Est-ce que les difficultés rencontrées à un moment donné, pendant leur jeunesse, va se maintenir pendant toute la vie? Et là, c'est l'enjeu des effets cicatrices, ce qu'on appelle les enjeux des effets cicatrices en sociologie. Et ce qui a été largement montré en sociologie, c'est que le problème, c'est que quand les jeunes rentrent sur le marché du travail en période de crise, ils rentrent sur un marché du travail dégradé, qui fait que non seulement l'accès à l'emploi est plus difficile, mais les niveaux de rémunération pour ceux qui malgré tout accèdent à l'emploi sont plus bas que les niveaux de rémunération auxquels ils auraient pu prétendre en dehors d'une période de crise. Et ce qu'on voit, c'est que ce niveau plus bas de rémunération va se maintenir tout au long de leur cycle de vie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pratiquement jamais réussir à retrouver le niveau de rémunération qui aurait été le leur s'ils étaient rentrés sur le marché du travail à un autre moment. C'est ça les effets cicatrices. Et donc, on peut faire l'hypothèse, comme dans toutes les crises, qu'il y aura des effets cicatrices potentiellement importants en raison du contexte actuel. Voilà, donc ça, c'est l'enjeu de génération sacrifiée. Néanmoins, et je finirai ma présentation par cet aspect-là, néanmoins, même s'il faut bien voir donc les spécificités que rencontre la jeunesse en tant que tranche d'âge, en tant que génération par rapport aux autres tranches d'âge, il faut nuancer fortement cette thèse de la génération sacrifiée. Pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas homogénéiser les jeunes. Voilà. La jeunesse, il faut bien voir, elle est traversée de multiples clivages sociaux. Donc, évidemment, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Et c'est vraiment quelque chose de très, très important à garder en tête. Souvent, quand on parle de la jeunesse, on a en tête la jeunesse étudiante. C'est d'ailleurs ce qui a permis de mettre à l'agenda l'enjeu de la pauvreté étudiante, de la pauvreté des jeunes. Souvent, quand on parlait de la pauvreté des jeunes, aujourd'hui, on parlait de ces étudiants qui faisaient la queue pour l'aide alimentaire. Donc, c'est vraiment quelque chose de très triste. Mais cet enjeu de pauvreté, il était déjà là avant. Mais on en parlait moins parce que ça ne concernait pas, ça concernait beaucoup moins les étudiants. Voilà. Et donc là, ça a été mis à l'agenda parce que on a commencé à parler des étudiants et que souvent dans les représentations collectives, être jeune, c'est être un étudiant. Or, la jeunesse étudiante, ça reste moins de la moitié d'une tranche d'âge. Voilà, c'est environ 47% d'une cohorte, c'est-à-dire d'une année de jeunesse. Et donc, il y a une grosse partie de la jeunesse qui n'est pas étudiante. Or, le clivage le plus important, le plus structurant en matière de jeunesse, c'est le clivage du diplôme. Voilà, en France, le diplôme, en général, pas qu'en France, donc dans tous les pays, le niveau d'éducation, le diplôme est devenu de plus en plus important pour accéder à l'emploi. Voilà, c'est ce qui détermine de plus en plus l'emploi. Il est devenu de plus en plus nécessaire et de moins en moins suffisant pour accéder à l'emploi. Mais en France, c'est encore plus le cas, parce qu'on est dans une société qui accorde énormément d'importance au diplôme et qui, du coup, détermine l'accès à l'emploi et le niveau de rémunération en fonction de votre niveau de diplôme. Par exemple, si on regarde l'accès à l'emploi, on voit que 21% des non-diplômés de l'enseignement supérieur accèdent rapidement à l'emploi quand ils sortent du système éducatif, contre 68%, donc 21% contre 68% des bac+2 ou bac+3
qui accèdent donc rapidement à l'emploi au sortir du système éducatif. Voilà. Et pourquoi on trouve ces différences en fonction du diplôme? C'est à la fois parce qu'il y a un système très élitiste, comme je le disais au début, c'est-à-dire un système qui classe la jeunesse, qui classe les étudiants en sélectionnant les meilleurs, les moins bons, et en se focalisant sur les meilleurs, sans avoir cette idée de on va essayer de donner un niveau de compétence à tous les jeunes, on va leur donner une deuxième chance si ils sortent du système éducatif pour une raison ou pour une autre, on va leur donner une deuxième chance. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait très peu en France. Et donc du coup, ça accroît les inégalités de compétences et ça accroît l'importance du coup de la famille et de l'origine sociale, puisque c'est ça qui va déterminer aussi le niveau d'éducation. Voilà, en France, on a un effet très fort de l'origine sociale sur les performances académiques. Dans les pays de l'OCDE, on est un des pays où l'origine sociale détermine le plus les performances académiques. Et donc, il y a très peu de mobilité sociale, puisqu'en réalité, votre origine sociale va va déterminer en grande partie votre niveau de compétence, votre niveau de diplôme, qui ensuite, une fois rentré sur le marché du travail, déterminera en partie votre emploi et votre niveau de rémunération. Voilà. Et enfin, malgré tout, il ne faut pas oublier tous les autres clivages qui traversent la jeunesse, les clivages de genre, voilà, entre les hommes et les femmes, les clivages de race, évidemment, qui sont très très importants, et les clivages dus au territoire. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose de provenir d'une grande ville, d'un territoire rural, d'une zone plus difficile, en banlieue d'une grande ville. Voilà. Et donc là, je renvoie par exemple à tous les travaux en sociologie de la jeunesse de Benoît Coquart, par exemple, sur ce qui reste, ou le livre récent de Yael Amselem Mingui sur les filles du coin, très intéressant également, et qui montre justement tous ces clivages qui traversent la jeunesse française. Donc voilà. Donc il faut bien voir, il y a des enjeux de génération, de jeunesse, il y a des difficultés qui se concentrent plus particulièrement sur la jeunesse, mais malgré tout, les inégalités intragénérationnelles au sein même de la jeunesse sont très fortes. Voilà. Et donc la question qui se pose, c'est tous ces aspects ont été mis à l'agenda, et je finirai ma présentation par ça, tous ces aspects ont été mis à l'agenda à la faveur de la crise. Et la question qui se pose, c'est donc, est-ce que l'action publique évoluera sur la façon de prendre en compte cette jeunesse et la situation dégradée des jeunes? Voilà. La question qui se pose, c'est donc le statu quo ou l'évolution de cette politique publique et de cette situation des jeunes. Je vous remercie. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Tom Chevalier, pour cette présentation extrêmement claire. Alors, à la fois claire et bien sombre. Hein. J'imagine que s'il y a des jeunes parmi nous, ils ne doivent pas être tout à fait rassurés par votre état des lieux. Néanmoins, c'est un thème important qu'il faut évidemment prendre en compte. Alors, la première question qui me vient, et vous avez terminé en évoquant le fait que cette situation des jeunes devient une question des politiques publiques. Alors, la première question, c'est, selon vous, quelles solutions? Quelles seraient des solutions, des réformes possibles qui permettraient d'enrayer cette situation catastrophique que vous dépeignez? Alors oui, merci pour cette question. Effectivement, la question qu'on se pose quand on regarde la situation de la jeune, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation. Ce que je peux dire à la lumière de mes travaux, donc de mes travaux comparés où je regarde donc ce qui se passe en Europe, c'est que donc les pays qui ont moins de pauvreté, ont plus de facilité à insérer la jeunesse sur le marché du travail, à réduire les inégalités, etc. Ce sont par exemple les pays nordiques. Les pays nordiques qui sont donc complètement à l'opposé de ce qu'on trouve en France ou en Europe du Sud. C'est-à-dire en matière de citoyenneté économique, on a à la fois, en matière de citoyenneté économique, on a un fort investissement dans le capital humain des jeunes. Voilà, l'objectif, c'est il faut absolument investir dans la jeunesse. La jeunesse est vue très positivement. Il faut investir dans la jeunesse, dans leur capital humain, mais c'est ça qui est très important, dans tous les jeunes. Donc c'est une logique qui est opposée à la logique élitiste qu'on trouve très prégnante en France. Et par exemple, une des grosses différences, c'est alors que c'est donc l'élitisme qui traditionnellement marque le système français, ce qui marque le système éducatif dans les pays nordiques, c'est l'idéal de la deuxième chance. Voilà, c'est ça qui structure complètement le système, c'est-à-dire la possibilité pour tous les individus, à un moment donné, de retourner dans le système et de se former. Donc, c'est-à-dire, c'est une politique, le système éducatif dans les pays nordiques, c'est pas une politique de l'enfance comme en France. Le système éducatif en France, on sort du système éducatif, c'est fini. Le système éducatif est derrière nous, on ne se reformera jamais. Aussi, dans les pays nordiques, c'est une politique du cours de vie. C'est-à-dire que c'est une formation tout au long de la vie. Vous pouvez sortir à l'âge que vous voulez et vous aurez toujours des possibilités de deuxième chance, des passerelles pour revenir dans le système éducatif et vous former. Donc, voilà. Donc ça, c'est un premier aspect qu'il
faudrait faire évoluer en France, c'est la possibilité de donner des deuxièmes chances aux jeunes. Ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de revenir dans le système éducatif, d'autant plus que c'est absolument central aujourd'hui, le système éducatif, comme je disais, pour accéder à l'emploi. Vu que l'emploi évolue aussi énormément, il faut se reformer. Il faut se reformer pour accéder à l'emploi. Donc l'importance de la deuxième chance. Deuxième aspect, en matière de citoyenneté sociale, ce qu'on voit dans ces pays-là et dans les pays qui ont moins de pauvreté, etc., c'est l'individualisation de la citoyenneté sociale. L'individualisation de la citoyenneté sociale, en réalité, c'est quelque chose d'assez intuitif. C'est tout simplement dire, on est adulte à 18 ans en matière de droit de vote, en matière de majorité civile, en matière de plein d'aspects, autant l'être en matière d'État-providence et de citoyenneté sociale. Et donc, dans ces pays-là, à 18 ans, vous êtes un adulte sur tous les plans, y compris en matière d'accès aux prestations sociales. Et donc, dans ces pays-là, à partir du moment où vous recevez une prestation sociale quand vous tombez en situation de pauvreté, quand vous êtes au chômage, etc., forcément, ça réduit les niveaux de pauvreté, ça réduit les inégalités, puisqu'on a des prestations pour lutter contre cette pauvreté. Voilà. En France, le problème, c'est, comme je disais, on est dans cette situation paradoxale où la pauvreté se concentre sur les jeunesses, mais le dispositif de lutte contre la pauvreté leur est interdit parce que on les considère comme des enfants, et donc le revenu minimum leur est fermé. Voilà, donc la réforme intuitive pour lutter contre la pauvreté, ce serait tout simplement reconnaître le statut d'adulte des jeunes pour leur permettre d'accéder aux prestations sociales, quelle que soit la forme que ces prestations prennent. Ça peut prendre le revenu minimum, mais ça peut être des prestations de chômage, une allocation d'insertion, ça peut être la garantie jeune qui s'universalise, c'est dans le débat public, la garantie jeune, donc qui est un dispositif de la politique de l'emploi, mais qui intègre une composante avec une allocation du montant du RSA, donc du revenu minimum. Donc voilà, donc il y a plein de façons de permettre aux jeunes d'accéder à un soutien aux revenus en situation de pauvreté, mais la grande question, ce serait tout simplement la reconnaissance de leur statut d'adulte. Voilà. Merci, effectivement, situation très paradoxale. Alors, on entend souvent, en tout cas de plus en plus, parler d'un éventuel revenu universel. Voilà, revenu universel, ça a été un des thèmes de la campagne 2017. C'est une idée qui revient régulièrement. Peut-être qu'on pourrait un petit peu se pencher plus précisément sur cette proposition de solution, enfin cette proposition de réforme. Est-ce que, selon vous, la mise en place d'un revenu universel serait une bonne idée ? Alors oui, c'est vrai que le revenu universel, on en parle de plus en plus, c'est de plus en plus dans le débat public, et on en parle notamment pour les jeunes, effectivement, que ce serait une solution, notamment pour les jeunes, d'avoir un revenu, donc des soutiens aux revenus pour accéder à l'autonomie, etc., etc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, ce que montre cet attrait pour le revenu universel, c'est tout simplement la défaillance du système de revenu minimum et de soutien aux revenus qu'on a par exemple en France. Puisque l'objectif qu'on lui assigne au revenu universel pour la jeunesse, ce serait donc l'accès à un revenu de remplacement, à un soutien aux revenus, mais on pourrait accéder au même résultat en faisant une réforme des revenus minimums. C'est-à-dire si on faisait sauter la limite d'âge du RSA, pour les jeunes, en fait, ce serait équivalent à, par exemple, à un revenu universel. Alors après, on pourrait dire le revenu universel, ce ne serait pas que pour les chômeurs, ce serait pour aussi, par exemple, les étudiants. Mais là aussi, on pourrait répondre, il suffit de faire une réforme des aides aux étudiants. Voilà, de faire une réforme des aides aux étudiants qui soit, par exemple, sur le modèle donc, des pays nordiques, où on a une allocation d'études, une bourse, pour tous les étudiants, donc d'un montant ça dépend des pays, ça peut être 300 €, 400 €, 700 € pour certains pays, pour tous les étudiants, qui leur permettent de suivre leurs études. Mais du coup, vous voyez bien qu'on a un soutien aux revenus adapté aux situations, mais qui ne passe pas par le revenu universel. Alors après, on pourrait dire, de l'autre côté, oui, mais alors du coup, autant faire un revenu universel. C'est peut-être plus simple que de faire une réforme des revenus, des aides aux étudiants, etc., etc. Et là, l'enjeu, qui pour moi est une limite pour le revenu universel, c'est qu'en fait, le revenu universel, par définition, donc c'est un revenu qu'on donnerait à tout le monde. Donc, les chômeurs, les travailleurs, les riches, les pauvres, voilà, tout le monde. Et donc, en fait, en termes de finances publiques, le coût d'une telle mesure serait absolument énorme. Et donc, la question qui se pose, c'est que pour un revenu en réalité, ce serait tellement énorme que le revenu, ce serait difficile de faire 400, 500, même 700 €, ce seraient des sommes vraiment très folles. Et donc, la question, c'est est-ce que pour cette somme-là, c'est la meilleure utilisation des fonds publics qu'il est possible de faire? Et moi, ma réponse, ce serait de dire non, il vaut mieux adapter le soutien aux revenus
Donc, faire une réforme du revenu minimum, faire une réforme des étudiants notamment, et le reste de l'argent qu'on aurait, par exemple, pu utiliser dans le revenu universel, plutôt l'investir dans les services publics, et notamment dans tout ce qui a trait, pour les jeunes, à la citoyenneté économique, c'est-à-dire plus d'éducation, mais aussi, alors c'est au-delà de la citoyenneté économique, mais aussi plus de santé, un meilleur logement, etc., etc. Voilà. Donc, quand on regarde en fait les pays qui ont une lutte contre les inégalités plus efficaces, il y a un soutien aux revenus, mais il y a aussi l'importance des services publics en réalité. Et il y a une note de l'INSEE qui vient de paraître et qui montre qu'effectivement la redistribution est 2 fois plus importante en France quand on prend en compte l'importance des services publics, la santé, l'éducation, etc. Et donc pour moi, voilà, le coût, ce serait plus intéressant en fait de diversifier les instruments d'action publique, de mettre tout cet argent un peu dans le revenu minimum, un peu dans les aides aux étudiants, etc., et aussi beaucoup dans les services publics, plutôt que de tout concentrer sur le seul revenu universel uniquement. D'accord, donc une réponse effectivement en demi-teinte. Alors, on évoquait quelque chose en introduction et je pense qu'on pourrait peut-être revenir un petit peu là-dessus, avoir votre éclairage, vous, votre analyse, sur la question de la politisation de la jeunesse, justement. On entend souvent parler du fait que les jeunes se désintéressent de la politique ou alors qu'ils s'y intéressent, mais en plongeant dans l'extrême et plutôt l'extrême droite. Quelle est, vous, votre analyse sur ces constats, ces poncifs qu'on entend souvent dans les médias? Oui, alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les jeunes et la politique qui souvent en fait sont pas, c'est des erreurs en fait d'interprétation sur ce qui se passe vraiment. Alors là, je renvoie vraiment grandement aux travaux de Vincent Tibéri qui ont beaucoup travaillé qui a beaucoup travaillé sur le renouvellement générationnel et le rapport aux politiques et qui vient de sortir un ouvrage collectif à la documentation française cette année avec Laurent Lardeux qui s'intitule Génération désenchantée. Voilà. Et donc, dans tous ces travaux, ce que ces auteurs montrent, c'est qu'en matière de rapport aux politiques, il y a un changement de conception de la citoyenneté et de la démocratie chez les jeunes générations. Dans les générations plus anciennes, on a un rapport à la politique qui est beaucoup plus vertical, qui est une conception de la citoyenneté par devoir. Et donc, on considère le rapport aux politiques, voilà, on doit aller voter et on considère que la participation politique doit passer par le canal institutionnel de la démocratie représentative. Donc, on va voter. On, on milite dans les partis politiques. On participe dans les syndicats. Voilà. Or, cette conception très verticale par devoir de la citoyenneté, elle change, en fait, elle disparaît progressivement dans les nouvelles générations, ce qui ne signifie pas que ces nouvelles générations sont dépolitisées. Au contraire, ils ont une conception très exigeante de la démocratie et de l'État, mais beaucoup plus large, en fait, qui déborde complètement la démocratie représentative et le canal institutionnel de la participation politique. Donc, ils vont beaucoup moins éventuellement voter, et encore, ça dépend des élections. Ils vont voter, en fait, quand ils estiment que c'est important de voter. Ils vont voter au président par exemple, mais ils vont moins voter dans les élections intermédiaires, les élections locales, par exemple. Donc, il va y avoir beaucoup de changements. Et ils vont beaucoup participer, en fait, dans ce qu'on appelle les canaux non institutionnels de la participation politique, c'est-à-dire ils vont manifester, ils vont boycotter, ils vont signer des pétitions, ils vont participer dans les associations, etc., etc. Donc voilà, ils ont un rapport complètement différent à la politique, à la citoyenneté, qui est beaucoup plus donc à la carte. On va s'investir beaucoup, mais on va changer d'avis, on va changer de canal, on va s'investir quand on estime que là, c'est beaucoup plus important de participer, par exemple. Et en matière de valeurs, ce qu'on voit, c'est que il y a une évolution aussi de génération en génération, avec des générations qui sont, du point de vue de ce qu'on appelle des valeurs culturelles, des générations de plus en plus tolérantes. C'est-à-dire que les générations les plus récentes, elles vont être beaucoup plus enclines à privilégier l'égalité homme-femme, par exemple, à être en faveur du multiculturalisme. Elles vont être en faveur des enjeux d'écologie, par exemple, énormément, beaucoup plus que les autres générations. Voilà. Et elles sont, on le voit de plus en plus. Alors, c'était peu le cas auparavant, mais ça commence à devenir le cas. Il y a des différences en matière économique et sociale. C'est-à-dire, ce qu'on commence à voir, c'est que les plus jeunes générations sont de plus en plus demandeuses d'État. C'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus en faveur de l'État et de l'État-providence. Voilà, donc c'est ce qu'on commence à voir.
Merci. Alors, de la même manière qu'on vous a interrogé tout à l'heure sur une réforme particulière concernant la citoyenneté économique, je voudrais maintenant vous interroger sur une réforme qui aurait trait plutôt à la citoyenneté sociale, qui est la question, la mise en place en fait du service civique et du service militaire, alors sous la forme du SNU, hein, dont on a entendu énormément parler. Qu'est-ce que vous pensez de ces réformes, de ces propositions justement, qui visent à réintégrer finalement les jeunes, à recréer un sentiment d'appartenance citoyenne et républicaine? Alors oui, donc c'est vrai que c'est une grosse question, hein, le service civique, le SNU. Alors, pour répondre à cette question, en fait, tout dépend de comment on l'interprète. Et à l'aune de quel est l'objectif qu'on assigne à ce dispositif d'action publique. Et du coup, en fonction de l'objectif qu'on lui assigne, l'interprétation diffère. Si on considère, par exemple, que le service civique est un dispositif visant à promouvoir l'engagement, le bénévolat, l'engagement civique des jeunes, le civisme des jeunes, etc. En la matière, ça peut être un dispositif, voilà, qui peut être adéquat, même si, en perspective comparée, là encore, dans les pays où on a beaucoup de participation, notamment électorale, des jeunes, ce n'est pas cette plus forte participation ne dépend pas de la présence de ce type de dispositif. En réalité, elle dépend, par exemple, elle dépend du fonctionnement du système politique dans son ensemble. Et par exemple, dans les pays où on a du scrutin proportionnel, c'est-à-dire donc pas à l'opposé de ce qu'on a en France on a du scrutin majoritaire, donc c'est-à-dire les jeunes, le système politique est multipartisan, donc il y a beaucoup de partis et la représentation des partis à l'Assemblée donc dépend du pourcentage de vote pour ces partis-là. Et donc du coup, les jeunes sont beaucoup plus incités à voter dans ces partis, dans ces systèmes-là, puisqu'ils peuvent voter pour le parti de leur choix qui sera représenté à la hauteur de leur vote. Ce qui n'est pas le cas dans les pays majoritaires. Pays majoritaires, il y a la dynamique du vote utile, et donc la dynamique du vote utile fait qu'on ne va pas forcément voter par son parti préféré, et donc ça désincite pour le vote. Et donc pour les jeunes, ça les incite moins à le voter. Donc, voilà, en perspective comparée, par exemple, c'est quelque chose qui joue beaucoup plus que les dispositifs d'engagement. Mais à la rigueur, ça pourrait fonctionner en France. Le service civique peut être un dispositif qui promeut l'engagement civique des jeunes. Le problème du service civique, c'est que de plus en plus, on lui assigne aussi un objectif d'insertion professionnelle. Voilà, de plus en plus, on dit que voilà, c'est un dispositif où ça permet de s'insérer sur le marché du travail. Il y a un petit aspect de formation, de socialisation professionnelle à la vie du travail. Et donc, les sorties, on parle de sorties positives du dispositif, c'est-à-dire les jeunes, après le dispositif, entrent sur le marché du travail, etc., etc. Et de ce point de vue-là, c'est un détournement de sa fonction originelle. Et si on considère que c'est un dispositif donc de la politique d'insertion, en l'occurrence, ce n'est pas un dispositif qui est très efficace. Alors, par exemple, ce n'est pas un emploi de qualité. L'allocation qu'on reçoit quand on est au service civique, ce n'est pas du salaire. Donc, le niveau de rémunération est très bas. Il n'y a pas de protection sociale attachée à la rémunération du service civique. Et en l'occurrence, ce sont des dispositifs où, en réalité, le dispositif de formation est très faible. Qui dit dispositif de formation très faible dans la politique d'insertion, dit aussi une insertion plus difficile ou moins durable une fois que les jeunes rentrent sur le marché du travail. Donc, si on considère que c'est un dispositif de la politique d'insertion, en réalité, il est de mauvaise qualité. Il y a d'autres dispositifs qui aident à l'insertion professionnelle dans la politique d'insertion, dans la politique de lutte contre le chômage, qui sont beaucoup plus efficaces que ce dispositif. Voilà, par exemple. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Nous savons qu'en Europe, et en particulier en France, enfin en Europe en général, nous sommes dans des nations vieillissantes. Voilà, la démographie va plutôt dans la direction d'un vieillissement de la population, d'une augmentation de la part des seniors dans la population totale. Donc, ma question, elle est peut-être un peu, peut-être pas provocatrice, étant donné votre objet de recherche, mais c'est une question qui se pose. Est-ce que les jeunes doivent être une priorité? Est-ce que ce sont une priorité légitime, ou est-ce que finalement, bon, bah voilà, les jeunes, c'est un petit peu dur pendant quelques années, puis après ça passe, et puis finalement, là, le vrai enjeu de société, sont plutôt les seniors. Oui, alors c'est vrai que ça peut être assez contre-intuitif de se dire qu'il faut regarder les jeunes quand on considère que effectivement la pyramide d'âge se déforme en faveur
des personnes les plus âgées, puisqu'il y a un vieillissement de la population. Là, ce qu'il faut voir, encore une fois, ça dépend comment on cadre la question. Car ce serait absurde de dire que il faut qu'il y ait une priorité jeunesse dans le sens où toutes les ressources iraient en direction des jeunes au détriment des plus âgés. Voilà, c'est pas une question de compétition ou de concurrence entre les âges. C'est pas l'objectif. Voilà. Donc, quand on parle de, par exemple, faire une priorité jeunesse, etc., c'est tout simplement se dire l'enjeu de la jeunesse, il est tout aussi important que l'enjeu de la vieillesse. Pourquoi? Parce que à l'instant T, par exemple, aujourd'hui, en matière de pauvreté, d'inégalité, de difficultés sociales, comme je le disais au début, les difficultés se concentrent sur la jeunesse. Ça ne signifie pas qu'il faut rendre les personnes les plus âgées pauvres, plus pauvres qu'elles ne le sont, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est elles qui concentrent une grosse partie des ressources. Donc, par exemple, quand on regarde les niveaux de vie des personnes les plus âgées sont les plus élevés de la population. Et donc, dire qu'il faut par exemple un peu plus de solidarité générationnelle en faveur des plus jeunes, c'est tout simplement rééquilibrer, réduire les inégalités entre les différentes tranches d'âge. C'est tout simplement ça. C'est pas dire qu'il faut arrêter de regarder les personnes les plus âgées. C'est juste dire est-ce qu'il faut que nécessairement les jeunes soient dans ces niveaux de difficulté? Non. Voilà. Donc, dire qu'il faut réélever les niveaux de vie de la population jeune, ce n'est pas être en défaveur de ce qu'il faut faire en matière de vieillesse, d'autant plus que là, pour la vieillesse, tout comme pour la jeunesse, il ne faut pas homogénéiser les générations. Il y a beaucoup de très petites retraites, il y a beaucoup de pauvreté des jeunes, des personnes les plus âgées également, mais cette pauvreté est moins forte que chez les jeunes. Voilà. Premier aspect. Deuxième aspect, si on raisonne de façon dynamique, ne pas investir dans la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ne pas garantir des niveaux de ressources suffisants pour les personnes âgées de demain, puisque les personnes jeunes aujourd'hui, bah, évidemment, elles vont vieillir, hein, il faut toujours raisonner de façon dynamique, et ne pas accéder à l'emploi aujourd'hui, ne pas pouvoir cotiser, être au chômage, etc., ce sont autant de raisons qui feront que cette génération arrivée à l'âge de la vieillesse et de la retraite auront des toutes petites retraites. Alors que si on investit aujourd'hui dans l'éducation, on leur permet d'accéder à l'emploi, à des emplois de qualité, on booste les taux d'emploi des jeunes, non seulement à l'instant T aujourd'hui, ça permet de financer les retraites des plus personnes âgées aujourd'hui, mais ça permettra aussi sur le long terme de financer, d'avoir des retraites convenables pour les personnes âgées de demain. Donc on ne peut pas vous accuser de jeunisme alors. Bon, si j'espère pas. Non, bien sûr que non. Alors, dernière question, qui est une question traditionnelle maintenant chez Politeia. Quel est votre positionnement en tant que chercheur? Comment vous envisagez votre rôle, votre statut, votre fonction, finalement, dans la société française? Alors, simple observateur extérieur, au contraire, peut-être éminence grise, sans aller peut-être jusque-là, des politiques publiques. Comment est-ce que vous envisagez aujourd'hui le positionnement et le rôle du chercheur? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que c'est une question toujours très importante et qu'on se pose beaucoup toutes et tous, hein, quand on fait de la recherche. Qu'est-ce qu'on doit faire de nos résultats de recherche? En l'occurrence, pour moi, c'est vrai que je travaille sur des enjeux qui me touchent, qui touchent les gens autour de moi, puisque je traite de la pauvreté, des inégalités et de l'action publique, c'est-à-dire des moyens de lutter aussi contre ces situations difficiles. Et donc pour moi, c'est vrai que c'est assez évident qu'il faut que ces résultats de recherche servent à quelque chose. Or, justement, la recherche, pour moi, c'est avoir, autant que faire se peut, avoir un avis informé, c'est-à-dire à la lumière d'un travail très long sur un objet particulier, donc ici la jeunesse, les inégalités, etc., sur un travail très long où on prend son temps, où on réfléchit beaucoup sur cet enjeu, où on lit tout ce qui est possible d'écrire et de lire sur le sujet. On se confronte à la réalité et aux données de façon méthodique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus, on a des méthodes, on essaye de comprendre ce qui se passe, d'expliquer, etc. On se fait beaucoup critiquer dans le monde de la recherche aussi par les pairs, par les autres chercheurs. Donc tout ça fait que, au bout de beaucoup d'années, on arrive à avoir un avis informé, l'avis le plus informé possible. Et pour moi, cet avis informé, c'est important, d'autant plus que du coup, on peut apporter des réponses en matière de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Pour moi, c'est important d'essayer de le diffuser au maximum dans la population. Donc, à la fois dans le débat public, dans l'opinion publique, par exemple via ce type de conférences,
diffuser mes résultats de recherche, mais aussi auprès des décideurs. Et c'est vrai que les décideurs sont en demande aussi d'idées en matière donc de réformes, de types de politiques publiques qui pourraient être mises en place pour améliorer le sort des jeunes. Et donc là aussi, je me mets à disposition de toutes les demandes qui sont, enfin de toutes les personnes qui sont demandeuses en fait de résultats de recherche sur ce sujet. Après, moi, je me contente de donner mes résultats de recherche. Voilà, je ne donne pas mon opinion ou je ne parle pas de choses sur lesquelles je n'ai pas travaillé. Je parle uniquement de ce sur quoi j'ai travaillé et des conclusions que je tire de ce travail. Merci Tom Chevalier, on va malheureusement devoir s'arrêter là car le temps file. En tout cas, merci pour cette présentation extrêmement claire, extrêmement éclairante. Alors maintenant, on a un état des lieux un petit peu, j'ose pas dire catastrophique, mais un petit peu quand même. Donc on espère finalement que les pouvoirs publics vont prendre en charge ces questionnements. Peut-être un mot de la fin, si vous souhaitez rajouter une dernière phrase. Est-ce que vous voulez vous faire l'ambassadeur d'une réforme en particulier ou nous alerter sur un dernier constat ou une dernière réflexion? Oui, peut-être pour nuancer très rapidement ce côté peut-être un peu alarmiste que qui peut transparaître de mes propos. En réalité, il y a aussi beaucoup de choses qui évoluent. Hein. C'est aussi, moi j'ai insisté aussi sur la logique générale qui est peut-être pas la meilleure hein, quand on la compare aux autres pays, mais il y a des choses qui évoluent. Voilà, par exemple la garantie jeune, c'est une évolution. Et aujourd'hui, il y a mis à l'agenda l'enjeu donc de l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans, de l'universalisation de la garantie jeune. Donc il y a des choses qui se passent et qui sont plutôt positives. Et moi, ce que je mettrais en avant surtout, c'est que l'enjeu, c'est au-delà de l'enjeu du RSA, au-delà de l'enjeu de la garantie jeune, etc. L'enjeu, c'est la reconnaissance du statut d'adulte des jeunes. Voilà, c'est vraiment ça qui est absolument central, je pense, c'est-à-dire la mise en adéquation du statut d'adulte, de citoyen social, avec le reste des politiques publiques en réalité. Donc la reconnaissance du statut d'adulte, c'est ce qui est aussi une demande en fait de la part de la jeunesse, hein, tout simplement. C'est pas une demande de dispositif spécifique jeunesse, c'est une demande de l'entrée dans le droit commun et de la reconnaissance du statut d'adulte comme tous les autres. Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion qui nous ouvre une note positive. Merci encore de votre participation. Merci à tous pour votre attention.